Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Donc, bonjour tous et toutes, je vous souhaite le bienvenue dans ce nouveau tutoriel et va être consacré pour le cours de bioinformatique. Et donc cette fois-ci, on va avec l'alignement. Donc, euh, on va, enfin, plus spécifiquement aujourd'hui, on va toucher à l'alignement de type nucléique. Et demain, on va essayer, donc, dans le prochain cours, de toucher à l'alignement de type optique et un peu plus complexe que l'alignement nucléique. Enfin, pour cette raison, donc, on va démarrer avec l'alignement nucléique. Enfin, tout d'abord, et avant d'aller plus loin, donc j'aimerais parler de certaines notions et j'aimerais détailler donc euh, avec vous la notion de l'alignement. Donc, nous avons déjà une idée, nous avons déjà pris une idée à travers le cours de l'alignement à travers place. C'est la dernière fois. Nous avons également vu l'alignement multiple avec les stades oméga. Et donc, c'était toutes les deux des alignements où on utilise le biais de la machine. Donc, c'est un alignement automatique. C'est un alignement automatique. Et cette fois-ci, on va essayer de faire cet alignement d'une manière manuelle. Manuelle. Manuelle, c'est-à-dire par nos mains. Par la main. Donc, tout d'abord, on peut distinguer deux types d'alignement. Donc, on a un alignement dit global, l'autre dit local. Ben, on va voir maintenant la différence entre ces deux types d'alignement. Donc, caractéristiques. Donc, on va détailler les caractéristiques entre les différentes caractéristiques de l'alignement entre ces deux différentes types d'alignement, global et local, pour bien sûr constater la différence entre ces deux types d'alignement. Ben, tout d'abord, on va parler de la couverture. La couverture, donc, c'est la comparaison entre les deux séquences. On va voir toujours, je vais nettoyer un petit peu pour que l'interface soit plus claire. Voilà. Ben, on va toujours avoir deux séquences. Séquence 1 et séquence 2. Notre alignement va se faire entre deux séquences. C'est un alignement double dont on parle. Ben, la couverture, donc, c'est la comparaison entre la séquence 1 et la séquence 2. Donc, comment va être la couverture en ce qui concerne l'alignement global? Donc, toute la séquence va être couverte par l'alignement global. Donc, si on utilise un alignement global, donc on va ainsi comparer les deux séquences du début de la première nucléotide jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et donc, normalement, dans ce cas, là où on recourt à l'alignement global, donc normalement, on va avoir affaire entre deux séquences qui ont une taille similaire. Taille similaire. Ou taille proche. Au moins une taille proche.
Ben, pour l'alignement local. Donc, l'alignement local, ça se fait la plupart du fois entre deux séquences où il y a une différence de taille. Il y a une différence significative de taille. C'est-à-dire que l'une est plus petite que l'autre séquence. Et donc, ici, on va réaliser une comparaison sur une zone et on va ignorer le reste de l'une de séquence. Donc, la comparaison va se faire uniquement sur une zone. On va ignorer le restant de la séquence, de l'autre séquence. Ben, ça, c'est concernant la couverture. Ensuite, je vais essayer de nettoyer un peu pour avoir une surface propre qu'on puisse expliquer. Donc, la longueur des séquences. Les séquences qu'on va les aligner, bien entendu. Donc, ici, comme je viens de vous dire, dans l'alignement global, donc la longueur sera similaire, ou presque similaire. Donc, on va au proche, au minimum. Donc, on va avoir affaire à deux séquences, séquence 1 et séquence 2, ayant la même taille. La même taille. Donc, taille égale. Et là, pour l'alignement global, local plutôt, donc on va avoir une longueur distincte, c'est-à-dire l'une des séquences est significativement plus grande que l'autre. Et la comparaison, bien entendu, va se faire sur une zone locale. L'algorithme utilisé dans chaque alignement ou dans chaque type d'alignement, on va appliquer un algorithme différent qui est propre au type de l'alignement qu'on veut réaliser. Donc, l'alignement global, ou dans l'alignement global, donc on va appliquer l'algorithme de Needleman et Wunsch. Needleman et Wunsch. Pour l'alignement local, on va appliquer un autre type d'algorithme dit Smith and Waterman. On va voir la formule de chacune ou de chacun de ces algorithmes par la suite. On va détailler tout en s'aidant d'un exemple pour chaque cas, l'alignement local et l'alignement global également. L'application. Quand est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser un alignement global ou local? Si on fait une comparaison globale, si on a besoin de faire une comparaison sur la totalité de notre séquence, dans ce cas, on va avoir besoin d'appliquer ou de réaliser un alignement global, donc en utilisant l'algorithme de Needleman et Wunsch. En contrepartie, si on est en train de faire une recherche sur un motif, donc on va voir par la suite ce qui veut dire motif dans les prochains cours. Donc, par exemple, un motif là, c'est-à-dire si on cherche par exemple à repérer une région régulatrice au niveau d'un gène, titre d'exemple, là, on va aligner ce motif qui représente la séquence 1 sur la totalité des gènes qui représentent la séquence 2. Et donc, c'est une sorte de scan qui va avoir une correspondance sur la séquence de la plus grande taille. On va faire donc
ainsi un alignement local. Ensuite, pour comparer toutes les bases, et autrement dit, la même chose, mais dont on a exprimé d'une autre façon. Donc, si on veut comparer toutes les bases composant la première séquence avec toutes les bases composant la deuxième séquence pour avoir une différence globale, à ce moment-là, on va utiliser l'alignement global. Maintenant, dans l'autre partie, l'ensemble de la séquence est aligné. Donc ici, on va bien entendu faire une sorte de scan. Donc on va prendre notre petite séquence qui représente donc le motif et on va les scanner sur la totalité de la grande séquence qui représente par exemple le gel dans l'exemple que nous avons proposé et faire un scan zone par zone jusqu'à la fin de la séquence, jusqu'à la fin de la grande séquence. Et là, on va avoir des lieux où il va y avoir une similarité entre le motif qui représente les séquences numéro 2 et le gène qui représente la séquence 1. L'autre cas, donc ici, normalement, j'ai fait une erreur. Donc, l'ensemble de la séquence, donc c'est juste une zone ou un morceau ou une partie de la séquence qui va être alignée. Et là, c'est l'ensemble de la séquence qui va être alignée. Ah là, une partie de la séquence va être alignée. Et là, donc, des parties de la séquence vont être ignorées. C'est bien sûr logique. Parce que si on va retrouver, par exemple, ici, à nouveau, donc si on va retrouver une zone de correspondance entre la séquence 1 et 2, donc le reste de la grande séquence va être ignoré. Donc c'est un alignement qui va toucher une partie de la grande séquence et ignorer les autres parties de cette même grande séquence. Ben, ça, c'est concernant les caractéristiques de l'alignement et la différence entre l'alignement global et l'alignement local. Donc ça, c'est un exemple très clair qui illustre la différence entre l'alignement global et l'alignement local. Donc, vous voyez ici, donc nous avons deux séquences ayant une longueur proche ou similaire. Donc, et l'alignement se fait de la première. Donc, ce sont deux séquences de type protéique. Donc là, l'alignement, ça se fait dès les premières ou les premiers acides aminés jusqu'à la fin. Donc, une comparaison qui touche toutes les deux séquences de la première nucléotide jusqu'aux dernières nucléotides. Ou si on va faire des séquences protéiques, donc la comparaison sera dès le début, donc dès le premier acide aminé jusqu'aux deux derniers acides aminés.
Ici, pour l'alignement local, là, on va avoir une comparaison au niveau d'une partie, d'une zone de la séquence la plus grande, la séquence 1 et la séquence 2. Vous voyez, vous constatez là que la séquence 2 est plus petite de la séquence 2. Donc la taille est tout à fait différente. Donc on a une partie qui est alignée, c'est cette partie au milieu, et on a d'autres parties qui sont ignorées de part et d'autre, comme vous voyez, de la séquence 1, de la grande séquence. Ensuite, donc on va utiliser, on va voir deux exemples. Là, on va voir deux scénarios, je voulais dire. On utilise ces deux types d'alignement, global et local. Donc, on va commencer par l'alignement global. Donc, le scénario numéro 1, vous avez deux séquences génomiques, ici d'espèces proches. Deux séquences génomiques. Donc, si on parle de séquences génomiques, c'est-à-dire des séquences ayant une longueur, ayant une grande taille. Donc, elles ont des grandes tailles. Donc là, on parle des séquences qui sont des tailles proches, des tailles similaires, qui sont comparées, c'est-à-dire qu'on veut aligner l'une avec l'autre pour déterminer leur similarité. Donc ici, on cherche de déterminer la similarité ou le pourcentage d'identité entre deux séquences génomiques, c'est-à-dire deux séquences de grande taille qui normalement ont des tailles proches ou similaires. Donc, dans ce scénario-là, on a besoin d'utiliser l'algorithme de Needleman et Wunsch. Donc, c'est un alignement global. Donc, vous voyez que la taille de deux séquences sont presque similaires. Et donc, le résultat de l'alignement va, bien entendu, mettre en évidence toute la longueur de la séquence 1 avec toute la longueur de la séquence 2. Donc, c'est un alignement global. L'algorithme que nous avons utilisé afin de réaliser cet alignement, c'est l'algorithme de Needleman et Wunsch. L'algorithme de Needleman et Wunsch. Dans cet exemple, plutôt dans cet algorithme, on va, pour réaliser la matrice de l'alignement, c'est ce qu'on appelle la matrice transformée, et c'est qu'on va voir par la suite dans un exemple pratique. Donc, c'est toujours le choix ou la valeur maximale entre trois choix possibles. C'est ce qu'on va voir pratiquement peu après. Donc, ici, on désigne par G la pénalité de gap. Ensuite, le scénario numéro 2. Donc, on cherche une région conservée, c'est-à-dire un motif fonctionnel. Donc, le motif, normalement, doit avoir une petite taille. Une petite taille. Donc, le motif va servir à rechercher une correspondance tout en faisant une scan sur une séquence 2. Donc, la séquence 1, c'est notre motif, donc représentant
une petite séquence. La séquence 2, donc, c'est dans une séquence longue. Donc, séquence, par exemple, d'un exon ou d'un gène ou d'un fragment de l'ADN génomique et ainsi de suite. Donc, là, dans ce scénario, on cherche à comparer notre motif, qui est la séquence 1, donc la séquence de petite taille, avec notre exon, qui est la séquence numéro 2, par exemple. Et donc là, on va essayer de scanner notre motif sur toute la longueur de l'exone en but de rechercher des correspondances de ce motif fonctionnel. Eh bien, donc on va avoir une ou deux ou trois zones, une ou deux ou trois zones. Je vais changer la couleur. Donc, on va avoir une, deux ou trois zones ou plus qui ont une correspondance entre la séquence 1 et la séquence 2. Donc, on va avoir, par exemple, dans cet exemple, trois zones qui ont une similarité avec donc, notre motif, qui est la séquence numéro 1, celle de petite taille. Donc, ici, nous avons donc fait un alignement là et là. Et dans le reste de la séquence, c'est-à-dire numéro 2, c'est-à-dire ici, il me montre donc les zones en similarité. On ne trouve pas d'alignement. On ne trouve pas d'alignement parce que tout simplement, il n'y a pas de correspondance. Et donc, là, comme vous voyez, l'alignement s'est fait, l'alignement s'est fait sur une partie de la séquence en ignorant le reste de la séquence 2. Donc, dans cet exemple, c'est un alignement global. C'est un alignement global. Fait sur une partie uniquement de la séquence numéro 2. Ben, vous voyez donc le résultat de l'alignement entre la séquence 1, donc la séquence de grande taille, et la séquence de petite taille, la séquence numéro 2. Donc, on a une partie ou une zone où nous avons réalisé l'alignement et on a ignoré le reste de, euh, de la séquence 1. Donc, l'alignement, ça se fait sur une partie de la séquence numéro 1, celle de la grande taille. Donc, il a en fait pour réaliser cet alignement global, plutôt local, donc on a utilisé l'algorithme de Smith and Waterman, donc qui est une variante de l'algorithme de Needleman-Wunsch, mais là vous avez un autre choix, un quatrième choix, donc 1, 2, 3, et ça c'est le quatrième choix qui n'existe pas dans l'algorithme de Needleman-Wunsch. Et là, à travers l'utilisation de l'algorithme de Smith and Waterman, qui concerne l'alignement global, on essaie toujours d'avoir le score, euh, d'avoir un score positif, d'avoir un score élémentaire positif.
Donc, pratiquement, on va voir la différence entre l'alignement global et local en utilisant ces deux types d'algorithmes. On va commencer. Là, on va commencer par l'alignement global. Donc, c'est un exercice qu'on va réaliser ensemble. Et à travers, on va donc avoir l'habitude de faire l'alignement d'une manière manuelle. Donc, les deux types d'alignement, local et global. Pour le cas des séquences de type nucléique. Donc, réaliser des alignements de ces deux séquences nucléiques par programmation plutôt dynamique en appliquant là on va voir ce que veut dire une programmation dynamique par la suite en appliquant l'algorithme de Needleman et Wunsch, c'est-à-dire il veut que vous fassiez donc un alignement global, parce que là, il vous oblige d'utiliser l'algorithme de Needleman et Wunsch. Il vous a donné comme instruction donc l'utilisation, l'application de cet algorithme qui concerne l'alignement local. Donc, les instructions qu'on vous donne ici, c'est 1. Là, on retrouve une identité au match, une correspondance parfaite entre les deux nucléotides de deux séquences. Si on retrouve un mismatch ou une non-identité, on va donner 0. Et si on tombe sur un gap ou un del, on donne donc un score de -1. Donc, vous avez vos deux séquences, séquence 1 et 2, de type nucléique. Donc, bien entendu, dans la programmation dynamique, on a besoin de suivre une méthodologie qui consiste à des étapes successives. Donc, l'étape numéro 1, c'est ce qu'on appelle la matrice initiale. Donc, pour les séquences nucléiques, donc on utilise souvent, le plus souvent, deux types de matrices initiales. Donc, tout d'abord, on a la matrice d'identité, c'est la plus fréquemment utilisée et c'est d'ailleurs celle qu'on va utiliser, qu'on va appliquer dans notre exemple. Et on a une matrice, une autre sorte de matrice initiale toujours, dite matrice de transition transversion. Ben, tout d'abord, la matrice d'identité. Donc, la matrice d'identité, dans la matrice d'identité, donc on va réaliser un tableau dans lequel on va mettre à l'horizontale les 4 nucléotides composant les acides nucléiques. Donc, c'est l'adénine, thymine, cytosine et guanine. Encore, à la verticale, on va remettre ces 4 nucléotides. On va donc d'une sorte remplir cette matrice, donc ce tableau-là, en croisant à chaque fois, en croisant entre les deux nucléotides qui se rencontrent au niveau de la bande 15. Donc, ici, nous avons A avec A, donc c'est la même nucléotide, donc c'est un cas d'identité au match, et ainsi on donne un score de 1, un score élémentaire de 1. Ben, si on voit les deux séquences, les deux nucléotides ou les deux bases sont identiques, donc on va donner un score de 1.
Et si elles sont différentes, on va donner un score de 0. Donc, identique, c'est-à-dire A avec A, T avec T, C avec C, G avec G. Donc, on donne à chacun de ce cas un score élémentaire de 1. Si on tombe dans deux cas où les deux bases nucléotides sont différentes, T avec A, par exemple, on donne 0, C avec G, A avec G, et ainsi de suite. Là, on donne toujours un score élémentaire de 0, là où il y a deux nucléotides différents. Donc, nous avons au niveau de ce case, donc nous avons C avec A, donc ce sont des nucléotides différentes, et donc on donne un score de 0. Encore C avec A, donc ce sont des nucléotides différentes, donc c'est un cas de mismatch. Au non-identité, on donne un score de 0. G avec A, donc on donne un score encore nul, parce que les deux bases sont différentes. Et C, où il va, euh, où il va se rencontrer A avec T, donc on donne un score nul, c'est un cas de mismatch. Encore T avec T, là, on a un cas d'identité, donc on donne un score de 1. C avec T, donc mismatch, on donne 0. G avec T, donc mismatch, on donne un 0, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc, à la fin de la matrice d'identité, là, comme vous voyez, le diagonal représente le cas d'identité, match. Donc, le reste des réactions sont toutes, elles ont toutes des scores nuls, 0. La matrice de transition-transversion. Donc, regardez bien la différence entre transition et transversion. On parle donc de transition si on a affaire à une substitution des bases de la même catégorie, c'est-à-dire A avec G ou T avec C. Parce que A et G sont considérés en tant que base sphérique, A et G. Alors, T et C sont considérés comme des bases dites périmétriques. Donc, si on fait un changement entre des bases dans la même catégorie, c'est-à-dire A avec G ou G avec A, si on change l'un avec l'autre, donc là, on parle de transition. Encore, si on change des bases pyramidiques, l'une avec l'autre, donc T à la place de C ou C à la place de T, là, on parle toujours de transition. La transversion, là où on change une base appartenant à une catégorie par une base appartenant à l'autre catégorie. C'est-à-dire, là où on change, par exemple, G avec T, ou G avec C, ou T avec A, ou T avec G. Donc, on sort carrément de pyrique vers pyramidique ou des pyramidiques vers pyrique. Là, on parle alors de transversion. Donc, ici, avant d'aller parler de la manière dont on va remplir cette matrice, donc euh, on va préciser
on va donner une précision des scores ou de la valeur du score élémentaire qu'on va donner à chaque cas. Donc, là, comme vous voyez, donc si on a une identité où les deux bases sont parfaitement identiques, A avec A, T avec T, J avec J ou C avec C, on donne toujours un score de 2. Donc, on va bien entendu choisir des scores différents. On peut choisir par exemple 3 ou 4 pour l'identité et bien entendu un score plus inférieur pour présenter par exemple la substitution. Par exemple, là, on a utilisé, comme je viens de vous dire, 2 pour l'identité. Pour la transition, c'est-à-dire une substitution, un changement de base dans la même catégorie, pyrrique avec pyrrique ou pyrimidhique avec pyrimidhique, là, on donne un score de 1. Et un score beaucoup plus inférieur si on tombe dans un cas de transversion, c'est-à-dire si on substitue une base pyrrique par pyrimidhique ou l'inverse, on va donner un score de 0. Donc, on va appliquer ça ici, au sein de notre matrice. Donc, on va mettre dans l'horizontale les 4 nucléotides, et de même pour la première colonne de la verticale, bien entendu. Et donc là, nous avons une identité dans cette première case qui met ensemble A avec A, et donc on va donner un score de 2. C avec A, donc pyrimidhique avec pyrrique, c'est une transversion, et donc on donne un score de 0. C avec A, c'est toujours une transversion pyrrique qui est C par plutôt pyrimidhique qui est C par pyrrique qui est A. Et donc, on donne un score de 0. G avec A, donc pyrrique avec pyrrique, une substitution de type transition. Et donc, on donne un score de 1. Et on va faire de même pour le reste de la matrice de transition transversion jusqu'à la fin. Donc, ça c'est pour ce qui concerne donc, comment dirais-je, la première étape lors de la programmation dynamique de l'alignement qu'on veut faire entre la séquence 1 et 2. Donc, notre première étape, donc, c'était la matrice initiale, ou comme je viens de vous dire au début, qu'on va utiliser plutôt donc la matrice d'identité parce que c'est celle qui est donc la plus facile à appliquer par la suite. Donc la deuxième étape dans notre programmation dynamique consiste à remplir la matrice transformée. Donc la matrice transformée, donc c'est un tableau dont on va mettre nos deux séquences. Donc d'abord, je vais vous parler de la manière dont on va déterminer le nombre de lignes, de colonnes plutôt, et le nombre de lignes de cette matrice initiale. Donc, en principe, on peut calculer le nombre de lignes et de colonnes qui vont former ainsi notre matrice transformée par
cette règle-là. Donc, le nombre de colonnes, égale à m plus 1, où m représente, donc m représente le nombre de bases dans la séquence 1. Donc on va compter le nombre de bases dans la séquence 1. Donc c'est lui qui va représenter notre 1. Donc nous avons une nucléotide 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la longueur M égale à 6. Donc 6 plus 1 égale à 7. Donc nous avons 7 colonnes dans notre matrice transformée. Le nombre de lignes maintenant. Le nombre de lignes dont on va utiliser pour construire notre matrice transformée égale à n plus 2 ici. Donc ça va être 8. Pardonnez-moi. Encore plus 2 ici. Donc n, c'est le nombre de bases dans la séquence numéro 2. Donc on va au niveau de la séquence numéro 2, on va compter nos bases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est-à-dire que là, 1 égale à 7, 7 plus 2, ça vaut donc 9. Le nombre de lignes égale à 9. Donc à ce propos, nous avons donc construire une matrice contenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 colonnes. Donc regardez bien, dans la première ligne, donc on va mettre notre première séquence. Dans chaque case, on va mettre une base. Plutôt commençons par le case numéro 3. Donc on va ignorer les deux premières cases de la première ligne. On va commencer à mettre les bases de la troisième case. Donc G, ici, ensuite A, c'est ici, ensuite l'autre A, c'est ici, C, c'est ici, et T, c'est ici, plutôt l'autre C est ici, et puis T est là. Encore, de la même façon, on va laisser ignorer ces deux premières cases de la première colonne, et par la suite, au niveau de la troisième case, on va commencer à mettre les bases de la deuxième séquence, une par une. Donc A, vous voyez, G et C, et ainsi de suite jusqu'au T. Donc, comme ça, nous avons réalisé la première étape dans notre matrice transformée. Donc, comment par la suite peut-on remplir cette matrice transformée? Donc, regardez bien. Tout d'abord, on va initialiser. On va initialiser donc notre matrice
initialiser notre matrice transformée. Qu'est-ce que veut dire l'initialisation? L'initialisation, il s'agit de remplir la première ligne et la première colonne dans notre matrice. Donc, on va commencer par la case de diagonale pour mettre le score de 0. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, on va mettre 0 et C. On va initialiser cette case de diagonale. Hein. Et ensuite, on va remplir le reste de la première ligne et le reste de la première colonne. Hein. Donc, la valeur suivante, on va commencer par la première ligne. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement, donc, c'est, vous vous rappelez des instructions de l'exercice, là où il vous a donné les différents scores que vous devez utiliser dans chaque cas. Donc là où il y a le gap qui va être scoré avec -1. Donc ici, si on va horizontalement ou verticalement, on va finaliser avec un score d'un gap, C'est-à-dire, là, dans notre cas, on a le gap égal à -1, le gap égal à -1, G égale à -1, gap égale à -1. Donc, si on va horizontalement, on va toujours, dans chaque case, ajouter le score d'un gap. C'est-à-dire 0, si on lui ajoute -1, ça donne -1. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on va mettre -1 plus -1. Ça donne -2. Et ainsi de suite. Si on progresse, donc horizontalement, on va à chaque fois ajouter -1 à la valeur précédente. Donc, encore ici, -2, -1, ça donne -3. -3, -1, ça donne -4. -4, -1, ça donne donc -5. Et ici, ça va être -6. De la même façon, on va faire ici. Donc, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Parce que la séquence numéro 2 est donc plus grande avec une base de la séquence numéro 1. Par la suite, comme ça, nous avons initialisé notre matrice transformée. Ensuite, donc, pour remplir le reste de la matrice transformée, donc on va appliquer l'algorithme de Needleman et Wunsch pour l'alignement global. Donc, la notion de cet algorithme, il s'agit de prendre toujours la valeur maximale parmi 3 choix. Donc, nous avons 1, 2 et 3 choix. Donc, chaque choix, il va vous donner une valeur. Donc, la valeur la plus maximale, donc, va être considérée parmi ces 3 choix, va être considérée et c'est elle qu'on va mettre dans nos cases à chaque fois. Donc, on regarde bien comment donc on va faire ça. Commençons par le premier cas.
Donc, regardez bien avant ceci. Donc, je tiens à vous dire que toutes les colonnes représentent les et, et toutes les lignes donc, représentent les J. J, 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 J. Donc, les lignes sont les et les colonnes sont les J. C'est trop important parce qu'en basant sur ceci, on peut suivre l'algorithme de Needleman-Dimanche et réussir par la suite à remplir notre matrice transformée de la bonne manière qu'il faut. Ben, donc, le choix numéro 1, 2 et 3. Donc, on va calculer la valeur du choix numéro 1. Donc, ici, S et moins 1, J moins 1. Donc, ici, on veut remplir cette case. Donc, cette case met ensemble ce J avec cette A. Donc, c'est-à-dire que ici, normalement, c'est notre E, et ici, normalement, c'est notre J. Que les colonnes représentent les E et les lignes représentent les J. Et nous, on cherche I-1 et J-1. I-1 et J-1. I-1, c'est ici. Et J-1, c'est ici. Ben, le croisement de ces deux, donc colonne et ligne, donc on va retrouver que la colonne et la ligne se croisent sur la case contenant la valeur de 0. C'est-à-dire que là, à travers ce choix, on a tout d'abord cette partie qui a donné 0 plus, voilà, plus, donc plus cette partie-là, on est toujours avec le premier choix, S et J, c'est-à-dire E, c'est ici, et J, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme base au niveau de I et J? Donc, nous avons G au niveau de I et A au niveau de G. Au niveau de I, vous avez G et au niveau de J, vous avez A. Donc, est-ce qu'il y a une identité entre ces deux? Donc, il n'y a pas d'identité. C'est un cas de non-identité. Non-identité. Et si vous vous rappelez bien, au niveau de la matrice initiale, on a choisi la matrice d'identité. Donc, c'est celle qu'on a dit qu'on va utiliser pour comme matrice initiale. Donc, ici, là où il y a une identité, c'est toujours, on donne un score de 1. Et s'il y a un non-identité, donc c'est, comme notre cas, c'est G avec A, donc on donne toujours un score de 0. Et c'est toujours 1 ou 0. 1 pour l'identité et 0 pour les substitutions. Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas d'identité, donc c'est un cas de mismatch. Et donc, on donne 0. Sinon, on donne 1 si on a un cas d'identité. Donc, c'est 0 plus 0, ça donne 0. Donc, le choix numéro 1, c'est 0. Le choix numéro 1, c'est 0. Par la suite, le choix numéro 2. Choix numéro 2. Donc, nous avons S I-1, J. S I-1, J. Donc, on va sur la matrice initiale pour voir
où il croise S et moins 1 et moins 1. Donc, et moins 1, c'est-à-dire ici. Et encore, quoi d'autre? Et J, c'est-à-dire ici, J. Donc, ça c'est J, ça c'est I moins 1. Vous voyez? Donc, on va faire le croisement. Et donc, le croisement, ça va vous donner le croisement. Donc, le croisement entre les deux, ça va nous a donné moins 1. Donc, vous voyez, le croisement, ça a donné entre E moins 1 et J, ça a donné moins 1. Donc, on va écrire moins 1 plus la pénalité de Gab, la valeur de Gab. Donc, la valeur de Gab, c'était moins 1 d'après l'exercice. Donc, d'après l'exercice, la valeur de Gab, donnez-moi, je reviens encore, tourne encore. Donc, la valeur de Gab, c'était moins 1, comme vous voyez. La valeur de Gab, c'était moins 1. Et donc, pour chaque Gab, on donne toujours moins 1. Donc, moins 1 plus moins 1, ça donne moins 2. Encore, ici pour le troisième choix. Donc, nous avons cette fois-ci S et J-1. Donc, S et, c'est-à-dire ici, et J-1. J-1, c'est-à-dire ici. Donc, si on fait le croisement entre I-1, J et J-1, donc on va tomber sur cette valeur qui est moins 1. Qui est moins 1. Vous voyez, cette valeur qui est moins 1. Moins 1. Donc, ça donne moins 1 plus la pénalité de Gab qui est toujours de moins 1. Et donc, l'ensemble, c'est moins 2. Donc, quelle est la valeur maintenant la plus maxime? Donc, la valeur maximale, c'est 0. Donc, nous avons moins 2, qui sont logiquement plus petites. Alors, la valeur maximale, c'est 0. Donc, on va mettre 0 ici. Et on va continuer de la même façon. On va continuer toujours de la même façon. Ben, maintenant, on va sur la case suivante ici. Donc, on a on va avoir un autre E, mais c'est toujours le même G de départ. Alors, on va revoir ces trois choix encore à nouveau. On va concepter le premier choix. Donc, nous avons S, I-1, J-1, et moins 1, c'est-à-dire ici, parce que ici c'est I, et moins 1, c'est-à-dire qu'il s'agit de reculer à l'arrière. Si l'inverse de I plus 1, I plus 1, ça va être ici. Enfin, nous, on a besoin de I moins 1, donc c'est-à-dire ici, et J moins 1, c'est-à-dire ici, parce qu'ici c'est J, donc on doit reculer.
dans le sens négatif avec une case pour avoir J-1. Donc, I-1, J-1, donc ils vont croiser ici. Ils vont croiser. Donc, ils vont croiser ici. Alors, vous voyez? Donc, c'est-à-dire moins 1 plus S et J. On va voir s'il y a une identité entre la base de I et la base de J. Donc, la base de I, c'est normalement A. Et la base de J, c'est normalement A encore. Donc, A avec A, donc c'est un cas d'identité. C'est un cas d'identité. Donc, c'est-à-dire un score élémentaire qui est 1. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc, on va... Deuxième choix, cette fois-ci. Deuxième choix. Donc, nous avons S, I-1J, S, I-1, c'est-à-dire ici, et J, c'est-à-dire J, c'est-à-dire ici. Et on va faire le croisement entre I-1 et J. Donc, ça donne normalement un 0. Ça donne un 0. Donc, on va écrire 0 plus la pénalité de gap qui est toujours de moins 1. C'est dans cet exercice. Et donc, ça donne moins 1. Encore le troisième choix, donc qui est E plus J moins 1. Donc, E, donc S et J moins 1. Donc, E, c'est-à-dire, c'est ici. Et J moins 1, c'est ça, c'est J. Donc, J moins 1, ça va être là. Donc, si on va faire le croisement entre les deux, donc, et avec J moins 1, ça tombe dans moins 2. Moins 2, comme vous voyez. Donc, on va écrire alors moins 2 plus la pénalité de gap qui est de moins 1. Donc, ça va donner moins 3. Donc, la valeur toujours maximale, c'est celui qui est du choix numéro 1 qui est 0. Donc, on va encore écrire 0 ici. On va continuer toujours de cette façon pour finir à remplir la matrice transformée. Regardez bien, toujours. Au lieu de suivre à la lettre, au lieu de retourner toujours, refaire, donc, ou appliquer l'algorithme de Needleman-Wunsch, donc, vous allez avoir une énorme perte du temps. Je vais vous donner, donc, si vous voulez dire, un conseil qui va vous gagner du temps, que là, automatiquement, si vous utilisez l'algorithme de Needleman et Wunsch, si vous utilisez l'algorithme de Needleman et Wunsch, vous allez à chaque fois refaire automatiquement donc
ce qu'on va voir ici. Donc, par exemple, si là, nous avons deux nucléotides, par exemple, à titre d'exemple, et G, nous avons notre E et notre G, et c'est I-1, J-1. Vous allez voir que toujours le premier choix, I-1, J-1, I-1, J-1, vous allez toujours tomber sur donc la case de diagonale. Vous voyez, choix de diagonale. Donc nous, on veut remplir ça. On veut remplir ça. Hein? Et donc, on a besoin, pour voir cette première partie du choix numéro 1, donc on doit aller vers le diagonal et voir le score qui existe au niveau de diagonale par rapport à la case qu'on veut remplir. C'est-à-dire si nous avons 1 par exemple ici, c'est-à-dire cette première partie du premier choix, donc ça va être 1, et par la suite on va voir les deux nucléotides. S'il y a une identité, on donne 1, sinon on donne 0. Et ici, il n'y a pas d'identité, donc vous avez A avec G, donc c'est directement plus 0. Alors, dorénavant, si on veut voir le résultat de premier choix, on va directement sur les diagonales et prendre la valeur existante au niveau des diagonales, lui ajouter la valeur ou le score d'identité entre les deux bases qui coïncident au niveau de cette case dont on veut remplir. Par la suite, le choix numéro 2, c'est I-1, J. I-1, plutôt, désolé. Ça, c'est E, donc I-1, J. C'est-à-dire cette case. Donc, dorénavant, si on veut, par exemple, si cette case contient -1, et ici nous avons, par exemple, 2. Nous avons 2. Vous voyez? Ouais. Nous avons 0, à titre d'exemple. J'ai changé d'avis. Alors, donc, le deuxième choix. Donc, nous avons cette partie qui est I-1, I-1 et J. C'est-à-dire, là, on va à I-1 et J, c'est-à-dire cette case. Cette case, il représente la case de la côté gauche. Donc, la première partie du deuxième choix représente toujours la gauche, la case de la gauche. La case de la gauche. Et donc, on va directement mettre la valeur de la case de la gauche, -1, plus moins le gap, qui est la deuxième partie de ce deuxième choix. Maintenant, si on veut voir la valeur, le score du troisième choix. Donc, vous avez I, J-1. Donc, et, alors c'était C, et c'était C, et J, c'était C, mais nous, on cherche de J-1.
Donc, c'était C. Donc, on croise ça avec ça. Donc, c'est cette case. C'est au niveau de cette case. Donc, directement, si on veut, par exemple, avoir directement le score de ce troisième choix, donc on va voir directement à la case de haut. La case de haut. Donc, on va prendre directement le 0 et on lui ajoute la valeur de pénalité de gap qui est moins 1 pour cet exercice. Alors, dorénavant, on va prendre ce démarche. Dorénavant, on va prendre en considération cette démarche. On va la suivre afin d'alléger notre temps nécessaire au remplissage de la matrice transformée. Toujours comme ça. Premier choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est-à-dire, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. Et n'oubliez pas que chaque fois, regardez bien, parce que chaque fois, chaque choix, il est constitué, comme vous voyez, hein, chaque choix, il est constitué de deux parties. Vous avez deux parties pour chaque choix. Donc ici, pour le choix numéro 1, cette partie, c'est la valeur de cette case. On lui ajoute par la suite l'identité entre le score d'identité entre les deux bases qui coïncident au niveau de cette case. On veut remplir. Et pour le deuxième choix, on va prendre directement la valeur qui existe ici, lui ajouter la valeur de pénalité de gap, et là, on va prendre directement la valeur qui existe ici, en haut, on lui ajoute directement la valeur de la pénalité de gap qui est moins 1 pour cet exercice. Donc, si on va faire demain pour remplir cette matrice transformée, donc vous allez voir, ça va être plus rapide. Donc, le premier choix, c'est ici. Donc, moins 2. On va voir s'il y a une identité. Oui, il y a une identité effectivement entre A et A. Donc, c'est plus 1. Donc, ça donne moins 1. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, c'est comme ça. Donc, nous avons 0 plus la pénalité de gap qui est moins 1. Donc, ça donne moins 1. Et le troisième choix, c'est ici. C'est 3. Donc, c'est 3 plus la pénalité de gap qui est moins 1. Plutôt, c'est moins 3. Donc, ça donne moins 4. Donc, la valeur maximale, c'est soit moins 1 du deuxième choix, c'est soit moins 1 du premier choix. Donc, dans les deux cas, ça va être moins, la valeur maximale, ça va être moins 1. Encore, pour cette case, donc, le choix numéro 1, c'est moins 3.
plus, on va voir s'il y a une identité entre A et C ou C et A. Donc, il n'y a pas d'identité, donc c'est 0. Moins 3 plus 0, ça donne moins 3. Encore. Deuxième choix cette fois-ci. Le deuxième choix, donc, c'est moins 1. Moins 1 plus la pénalité de gap, plus la pénalité de gap qui est également de moins 1, ça donne moins 2. Donc, c'est choix numéro 2. 1 et 2. Et le choix numéro 3, alors, égal, c'est qu'on doit voir, donc ça, c'est égal à moins 4 plus la pénalité de gap qui est de moins 1, donc ça donne moins 5. Donc, la valeur maximale, c'est celui du deuxième choix, qui est moins 2. Donc, on va écrire alors moins 2. Moins 2. Encore, ici, le premier choix, c'est le premier choix, c'est donc moins 4. Moins plus, on va voir s'il y a une identité. C et A, donc il n'y a pas d'identité, donc c'est plus 0, ça donne moins 4. Deuxième choix, donc le deuxième choix, il s'agit d'aller vers la côté gauche, donc ça donne moins 2, plus la pénalité de gap qui est toujours de moins 1, ça donne moins 3. Encore, le choix numéro 3, c'est donc ça donne moins 5, plus toujours moins 1, qui est la pénalité de gap, ça donne moins 6. Donc, le meilleur choix sera moins 3 parce que c'est lui qui apporte la valeur maximale. Donc, c'est moins 3. Moins 3. Alors, moins 2. Et ça, c'est moins 3. Encore. Encore. Alors, ici, donc, dans cette case, choix numéro 1, diagonale, moins 5, plus le score d'identité. Donc, identité avec A. Donc, il paraît clairement qu'il n'y a pas d'identité, alors on va donner un score de 0. Donc, ça vaut moins 5. Pour le choix numéro 2, donc, c'est la côté. Alors, moins 3, plus le gap, qui est toujours moins 1, ça donne alors moins 4. Et le choix numéro 3, donc, c'est celui d'eau. Donc, moins 6, plus moins 1, la pénalité de gap, ça donne moins 7. Alors, le meilleur choix, c'est moins 4. Donc, on va la mettre ici. Et ainsi de suite. Par la suite, on va descendre ici. Donc, le choix numéro 1, c'est moins 1. Moins 1. Plus, on va voir s'il y a une identité. Voici entre J et J. Donc, effectivement, il y a une identité. Donc, ça va donner plutôt, c'est 1. Il y a une identité, donc on va donner un score de 1. Donc, effectivement, ça va donner, comment dirais-je, 0.
pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on va sur côté, c'est moins 2, plus la pénalité de gap qui est moins 1, ça donne moins 3. Le choix numéro 3, donc c'est 0 vers le haut, 0 plutôt, plus la pénalité de gap qui est de moins 1, ça donne alors moins 1. Donc, parmi ces trois choix, le plus meilleur, c'est lui qui porte la valeur, la plus grande valeur, donc qui est 0, qui est celui de premier choix. Donc, on va mettre ainsi 0 ici, dans cette case. Demain, on va faire avec le reste. Donc, nous avons 0 pour le premier choix. Donc, plus. Donc, il n'y a pas d'identité plus 0, ça donne 0. L'autre choix, c'est moins 1. Et par ici, c'est moins 1. Donc, on va voir directement ce qui est là et voir s'il y a une identité. On lui ajoute l'identité. Sinon, on va ajouter 0. Pour ce choix, on va directement prendre ce qui existe, moins 1. Donc, 0 moins 1, ça donne moins 1. Encore 0 moins 1, ça donne moins 1. Donc, vous avez pour les deux choix, celui numéro 2 et 3, donc ils vont donner une valeur de moins 1. Et alors, la valeur qui va être donnée par le choix numéro 1, ça va être 0. Donc, c'est lui qui remporte. Et ainsi, on va continuer toujours à remplir notre matrice transformée jusqu'à la fin. De mon côté, j'ai fini à remplir donc cette matrice transformée. Donc là, vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat. Donc, donc vous voyez ces flèches représentent la case dont nous a servi à, à calculer donc comment dirais-je, à calculer la plus grande valeur dont on a mis dans ces cases. Par exemple ici, je vais grandir, je vais zoomer un peu. Par exemple, ici, vous avez un flash, un flash, oui. Donc, ça veut dire que c'est 0 et vient de cette case. C'est logiquement le premier choix. Là, ça a donné 0 plus l'identité. Donc, logiquement, il n'y a pas d'identité entre G et A. Donc, 0 plus 0, ça donne 0. Vous voyez? Et cette case, donc, elle a reçu donc, sa valeur à partir de ce score. Et cette case, elle a reçu donc sa valeur à partir de ce score. Celui-là, il a reçu donc sa valeur à partir de ce score, et ainsi de suite. إذا في كل مرة السهم يشير إلى المكان الذي تم أخذ رقمه من أجل صياغة رقم الخانة المناسب، من أجل صياغة رقم الخانة أو العدد الموجود المتحصل عليه في الخانة المناسبة. Donc comme ça, nous avons fini à remplir cette matrice transformée, donc qui est le deuxième étape. Et cette fois-ci, on va continuer avec les étapes restantes. Donc l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est ce qu'on appelle trace back ou trace back.
ou parcours, ou le chemin encore, le chemin de la matrice transformée. Ou c'est ce qu'on appelle le traçage en arrière ou le retour en arrière de la matrice transformée. Donc, il y a plusieurs appellations afin d'exprimer le nom de cette troisième étape. Alors, comment peut-on faire le traceback or le parcours de la matrice transformée? Donc, c'est tout simplement, on va toujours sur la case la plus loin de diagonale, la case la plus loin de diagonale, donc qui va mettre ensemble la dernière nucléotide de la matrice 1 avec la dernière nucléotide de la matrice 2, de la séquence 2 plutôt. Donc, c'est-à-dire c'est cette case qui va servir d'un premier pas pour notre parcours de la matrice transformée. Et par la suite, on va faire le suivant. On va faire le suivant. Donc, regardez bien. Ici, on est avec cette case et on va voir dans cette direction et dans cette direction. Donc, quelles sont les bases qui existent dans chaque cas? Donc, nous avons T avec T, c'est-à-dire là, il y a une identité. Il y a parfaitement une identité T, T. Dans ce cas, on va comme ça, dans le diagonal. Toujours là où il y a une identité résultant de la coïncidence des deux nucléotides qui donc se coïncident ou se croisent au niveau de la case dont on est avec, là, on va vers le diagonal. On va toujours vers le diagonal. Parce que afin de remplir, voilà, afin de remplir la matrice ou le parcours, afin de déterminer le parcours de la matrice transformée, donc logiquement, on va commencer à partir de la dernière case de diagonale, donc qui est le plus en à droite, le plus en à droite, donc qui met ensemble les deux dernières bases, celle de la première séquence et celle de la deuxième séquence ensemble. Donc, par la suite, on va voir comment peut-on dessiner notre chemin, notre parcours. Donc, il va y avoir trois directions possibles toujours. Soit vers le haut, c'est le choix numéro 1, soit vers le diagonal, ou soit vers la gauche. Donc, comment peut-on ainsi déterminer la bonne direction? Donc, pour déterminer la bonne direction, il faut tout d'abord voir s'il y a une identité entre les deux nucléotides qui croisent au niveau de la case dont on est avec. D'accord? Donc, s'il y a T, T, c'est-à-dire qu'il y a une identité. C'est une identité. Dans le cas d'identité, on va exclusivement suivre le choix de diagonale. Donc, notre direction, ça va être vers le diagonal. Si on va ignorer les deux autres choix. Si par exemple, attendez un peu.
Si par exemple, on n'a pas... Si par exemple, on n'a pas d'identité, donc au niveau de cette case, il y a un C qui croise avec T. Dans ce cas-là, on va voir les valeurs de chaque, par exemple, si nous avons 5, ici nous avons 2, ici nous avons 3. On va voir la valeur de chaque case dans les directions qui sont possibles à suivre, bien entendu. Donc, on va voir vers le haut, donc nous avons 5, vers le diagonal 2 et 3 vers la gauche. Donc là, on va suivre la direction. Là, on va vers la valeur la plus grande. En notre cas, c'est 5, la valeur la plus grande. Donc, on va choisir cette direction. On va ignorer ces deux autres. Donc, notre parcours, ça va vers le haut. Et ainsi de suite pour le reste. Par exemple, dans des cas particuliers, donc, par exemple, où il n'y a pas là où il n'y a pas de différence entre le choix, par exemple, ici c'est 2, ici c'est 2, ici c'est 2 ou 1. Là, on n'a pas d'identité, comme vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous n'avons pas d'identité et en même temps, nous avons des valeurs égales au niveau des trois directions. Donc là, ici, on va choisir le diagonal. On va choisir le choix de milieu qui est le diagonal dans ce cas. Et on va ignorer les deux autres. Si par exemple, nous avons 2 ici, 1 et 2 ici. Donc, lequel de direction on va suivre? Il n'y a pas d'identité, donc on va suivre ces deux directions. Donc, il va y avoir deux parcours possibles dans ce cas. Donc, on va aller par ici et on va aller par ici et ignorer la direction de diagonale. Donc, on va continuer avec notre parcours de la matrice transformée. Donc, ici, on va voir. Alors, entre T et T, nous avons une identité. Donc, on va dans cette direction. Voilà. Et on va encercler comme ça ou hacher la case de la direction dont on va avec. Ben, par la suite, nous avons ici C avec T. Donc, il n'y a pas d'identité logiquement. Et ainsi, on va suivre la direction qui porte la valeur la plus grande. Donc, nous avons vers là, nous avons 2. Ici, nous avons 1. Et ici, nous avons 0. Donc, la valeur maximale, c'est celui de 1. Donc, on va vers 2 plutôt. On va vers le 2. Ensuite, toujours, nous avons C avec cette fois-ci T. Donc, toujours, il n'y a pas d'identité, comme vous voyez. Donc, on va alors, parmi ces trois choix possibles, on va choisir, donc nous avons un ici, mais 2 vers le diagonal. Alors, on va choisir le diagonal parce que c'est lui qui porte
la valeur la plus grande. On va vers le diagonale. Encore, on arrête ici. Et on va voir si on a une identité, effectivement. Là, on a une identité entre C et C. Donc, on va vers le diagonal sans voir, bien entendu, la valeur de chaque direction. Ensuite, on arrête ici également et on va voir donc les deux bases qui coïncident au niveau de cette case. Donc, nous avons A avec A. Alors, notre direction, c'est directement le diagonal. Donc, par la suite, nous avons A avec G. Donc, il n'y a pas d'identité. Alors, on arrête ici. On doit voir tout d'abord dans les trois directions pour en choisir la bonne. Donc, ici, nous avons, dans ce cas, nous allons choisir la direction portant la plus grande valeur. Donc, alors, nous avons 0 par ici, 0 par ici et 0 par ici. Alors, dans ce cas, c'est le cas particulier dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les deux valeurs sont égales. Dans ce cas-là, on va choisir la valeur qui représente le milieu, donc c'est le diagonal, et il y aurait les deux autres. Voilà, on va continuer avec le diagonal, parce que les trois directions sont égales. Hein? Et comme ça, nous avons donc achevé. Il nous reste donc celle-ci, là où il n'y a pas de nucléotides qui se croisent. Donc, ce n'est pas la peine de prendre en considération dans notre parcours. Donc, notre parcours, donc, il va alors prendre ce chemin. Donc, ça, c'est notre parcours de la matrice transformée. On l'appelle également traceback ou retour en arrière. Donc, ces appellations représentent toutes la même chose. Quelle est l'utilité de ces parcours ou de ce traceback? Donc, effectivement, ce parcours va nous aider à faire le résultat, à réaliser le résultat de notre alignement. Donc, regardez bien, le parcours, nous l'avons réalisé du bas en se dirigeant vers le haut. Alors, le résultat de l'alignement, on va la réaliser dans le sens opposé, c'est-à-dire on va du bas vers le haut, du bas vers le haut. Donc, regardez bien, au niveau de cette case, il y a un croisement entre G et A. Donc, on va mettre G dans le haut et A dans le bas. Vous voyez? Donc, c'est une substitution. Ce n'est pas une identité. Et on va continuer avec le reste de la case, le reste des cases plutôt, des parcours et voir dans chaque cas quelles sont les bases qui se coïncident, se croisent pour pour les apporter dans notre alignement. Donc, nous avons également A qui se croise avec G. Donc, c'est un autre cas de substitution. Encore ici, nous avons A avec A. Là, c'est un cas d'identité. On va mettre un trait d'union vertical entre A et A, comme ça. Ça. Encore, vous avez C avec C. Donc là, c'est encore une identité. On doit mettre un trait d'union pour les bien distinguer.
des autres cas. Ici, on a donc C avec T, une substitution, C avec donc C avec T, C avec T. Encore, là, nous avons C, plutôt, non, dans ce C, nous avons ça. Donc, encore, nous avons C, C, le même C avec C. Regardez bien, cette C, nous l'avons transformée avec le premier T. Donc, cette C. Donc, on ne peut pas la répéter encore deux fois. Donc, si une base est déjà consommée avec une nucléotide, dans ce cas, on ne peut pas donc la réintroduire encore avec une autre nucléotide. On va mettre à sa place, parce qu'elle a été consommée, donc on va mettre à sa place un gap, un vide, comme ça, vous voyez, et croiser cette vide avec l'autre T. Donc, on fait gap avec T. Gap avec T. On met un astérix entre les deux. Ensuite, nous avons la dernière case qui met ensemble T avec T. T avec T, donc c'est une identité. Une identité. Donc ça c'est notre résultat. C'est notre résultat d'alignement. C'est notre résultat d'alignement. Donc je répète encore, c'est G avec 1, A avec G, 1 avec 1, C avec C, C avec C, gap astérix et T pour bien distinguer les gaps, et T identité donc avec T. Donc regardez bien, là nous avons donc on va recenser le nombre d'identités. Le nombre de substitutions et le nombre de gaps. Wendell. Donc nous avons pour les identités, nous avons 1, 2 et 3. Donc nous avons 3 identités. Alors, pour les substitutions, nous avons 1, 2 et 3. Alors, 3 substitutions. Et pour le gap, nous avons une seule gap, donc 1. Donc, nous avons 3 identités, 3 substitutions et une gap. Le score, maintenant, c'est la 5e étape de notre alignement, de notre programmation dynamique plutôt. Donc, le score représente le nombre d'identités donc qui est égal à 3. Parce que nous avons 1, 2 et 3 identités. Le pourcentage d'identité, donc c'est un pourcentage dont va calculer à partir de la valeur du score qui est 3 divisé par le nombre de positions dans notre alignement. Donc, nous avons une position, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Nous avons au total 7 positions dans notre alignement. Donc, on va compter tous les cas plutôt, soit l'identité ou les substitutions ou même les gaps. Donc, tout ceci représentant ensemble le nombre de positions dans notre alignement. Donc, 3, on va la diviser sur le nombre de positions, et 7 multiplié par 3, par 100. Ça va donner, on va la calculer en utilisant la calculatrice d'ordinateur. Donc, c'est 3 divisé par 7 multiplié par 100. Donc, ça donne 42,85. Donc, c'est 42,85 pour d'identité. Dans ce cas, c'est 42,85. Donc, comme ça, nous avons réalisé cet exercice-là. Nous avons le résolu en utilisant la programmation dynamique et en appliquant l'algorithme de Needleman et Wunsch. Donc, notre cas, c'est un alignement global. Donc, je vais vous récapituler, les différentes étapes dont on a suivi lors de l'alignement de notre séquence. Donc, tout d'abord, c'était de bien déterminer la matrice initiale. En 2, il s'agit de construire notre matrice transformée. Il va la remplir. Mais ensuite, il s'agit donc de dessiner le parcours de la matrice transformée pour ce qu'on a appelé trace back. En 4, donc il s'agit du résultat de l'alignement. En 5, il s'agit de calculer le score de l'alignement. Et en 6, il s'agit de calculer le pourcentage d'identité. Voilà. Donc ainsi, ça va être la fin de notre tutoriel. Donc on va se rencontrer la prochaine fois pour donc refaire ce même exemple, Inch'Allah, avec avec un autre scénario. Donc sera le scénario de l'alignement local, tout en utilisant l'algorithme de Smith and Waterman. Donc à tout bientôt.